Le guide suprême de l'Iran a mis en garde Washington contre des conséquences irréparables si les États-Unis sont impliqués dans la campagne militaire d'Israël contre Téhéran. L'Iran a lancé des missiles sur une base aérienne américaine clé au Qatar. Selon eux, c'est une riposte au récent bombardement américain de son site nucléaire. Les gardiens de la révolution iranienne ont publié ces images, affirmant que l'Iran ne laissera aucune attaque contre son intégrité territoriale sans réponse, quelles que soient les circonstances. Dans les 10 dernières années, l'Iran a investi plus de 10 milliards de dollars en armement russe pour tenter de bâtir ce qu'ils croyaient être un bouclier inviolable. Ils ont acheté des systèmes de défense aérienne S-300 des avions de chasse MiG-29M et d'entraînement, ainsi que des unités de guerre électroniques clés, telles que des équipements de brouillage radar et des systèmes de navigation. La Russie a fourni environ 96% des importations d'armes de l'Iran. Pourtant, au cours des 2 dernières semaines, des centaines de chasseurs israéliens, de drones et même 7 bombardiers B-2 ont réussi à accomplir chaque mission contre l'Iran. Non seulement Israël a détruit la plupart des sites et équipements de défense aérienne de l'Iran, mais il a également revendiqué la supériorité aérienne sur l'ensemble de l'espace aérien iranien en seulement 48 heures, un exploit que la Russie n'a pas réussi à reproduire en Ukraine après plus de 3 ans de guerre humiliante. L'Ukraine est 2,7 fois plus petite que l'Iran et a toujours été surpassée par l'Iran en termes d'infrastructures, de capacité de missiles et de production d'armes autonomes. De même, la Russie dépasse largement Israël en termes de main-d'œuvre, de machines et d'influence mondiale. Mais lorsqu'il s'agit des performances réelles, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Même si la Russie prenait la place d'Israël, elle n'atteindrait pas la même domination rapide et décisive dans les airs. La supériorité de l'armement occidental d'Israël, sa formation de qualité, ses réseaux de renseignements inégalés et sa planification opérationnelle précise lui donnent un avantage décisif que la Russie ne peut égaler, malgré des effectifs bien plus importants. D'accord, mais il y a quelque chose que vous devez savoir avant qu'on continue. Ce type de vidéo est fréquemment censuré. Les bots pro-russes essaient d'inonder l'algorithme et d'enterrer le contenu qui révèle la vérité sur la Russie. Mais vous pouvez nous aider à riposter. Il suffit d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque clic aide cette vidéo à toucher plus de personnes et à maintenir les faits en vie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, la plupart des experts pensaient que la puissante force aérienne russe, la force aérospatiale russe, dominerait rapidement le ciel ukrainien. La Russie possédait des centaines de chasseurs modernes et des systèmes de défense aérienne avancés. Cependant, même aujourd'hui, cela ne s'est pas produit. Le conflit est devenu une guerre terrestre brutale, bloquée dans une impasse avec des combats de tranchées et des duels d'artillerie rappelant la Première Guerre mondiale. Une raison clé est que les tactiques de guerre russes étaient mauvaises et que les missiles solaires ukrainiens ont abattu à plusieurs reprises des avions russes, empêchant Moscou d'établir la supériorité aérienne dont elle avait besoin. Le manque de supériorité aérienne russe explique la résistance ukrainienne prolongée et la facilité avec laquelle Israël a pu frapper librement, sans effort, quand et où il le souhaitait. Désormais, après plus de 3 ans, les pilotes russes ont recours à des tactiques prudentes et évitent totalement les combats près des zones de front. Au lieu de cela, ils tirent des missiles depuis la Russie ou de hautes altitudes, en maintenant une distance de sécurité. Pendant ce temps, les F-35 israéliens peuvent survoler l'Iran et frapper n'importe quelle cible. Pour être juste, la Russie a essayé, sans succès, d'obtenir la supériorité aérienne. Dès le début de la guerre, la Russie a mené d'importants raids de missiles sur les bases aériennes et les radars ukrainiens, rappelant les frappes initiales d'Israël le 13 juin. Moscou espérait rapidement neutraliser la riposte de Kiev. Contrairement à l'Iran, l'Ukraine était préparée. Début 2022, les renseignements américains avaient prévenu Kiev de l'invasion imminente plusieurs semaines à l'avance. Les Ukrainiens ont vite dispersé et caché leurs batteries mobiles de missiles solaires des frappes russes. De nombreux avions de chasse ukrainiens ont été évacués vers des bases aériennes plus sûres ou ont fréquemment changé d'emplacement. Quand les missiles russes ont finalement frappé, ils ont surtout détruit des leurres ou des hangars vides. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont résisté. Les avions de chasse russes ont rencontré une résistance farouche en tentant de patrouiller dans le ciel ukrainien. Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont abattu de nombreux appareils russes.
La Russie a perdu plus de 75 avions à voilure fixe rien que dans les premiers mois, y compris des chasseurs bombardiers modernes, Sukhoi 34, et des avions de supériorité aérienne, Sukhoi 35S. Les pilotes ukrainiens, bien qu'ils volaient sur de vieux MiG-29 et Sukhoi 27, ont également réussi à abattre des avions russes. Malgré ces lourdes pertes, la Russie n'a jamais pu neutraliser les défenses aériennes ukrainiennes pour dominer totalement le ciel. Avec le soutien occidental, les défenses aériennes ukrainiennes se sont renforcées au fil du temps. Kyiv a commencé à recevoir des systèmes occidentaux avancés comme Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, Infrared Imaging System Tail, Thrust, Vector Control et des batteries Patriot, ce qui a considérablement modernisé leur ancien équipement de l'époque soviétique. Les nouvelles défenses aériennes occidentales ont rendu la tâche de la Russie encore plus ardue en se montrant très efficace. Par exemple, en mai 2023, une batterie Patriot fournie par les États-Unis a abattu plusieurs missiles hypersoniques, Kinzhal russes, au-dessus de Kyiv, des missiles que Moscou affirmait auparavant être pratiquement impossibles à arrêter. Pendant que Poutine et ses généraux cherchaient quoi faire ensuite, leurs forces se sont retrouvées sur la défensive face aux attaques aériennes ukrainiennes. L'armée ukrainienne innove en utilisant des drones longue portée et des missiles réaffectés pour attaquer des bases aériennes au cœur de la Russie. En décembre 2022, des drones ukrainiens ont pénétré des centaines de kilomètres en Russie et ont bombardé 2 bases de bombardiers stratégiques, endommageant plusieurs Tupolev 95 et Tupolev 160, utilisés par la Russie pour lancer des missiles contre l'Ukraine. De même, en mai 2023, des essaims de drones ont frappé Moscou elle-même, contournant les défenses aériennes multicouches, tant vantées de la Russie pour toucher des bâtiments dans la capitale. Une attaque a même touché le toit du Kremlin, constituant une immense humiliation pour le régime de Poutine. Malgré l'affirmation de la Russie d'avoir intercepté la plupart des drones, l'incident a révélé des faiblesses critiques dans les défenses aériennes russes après des années de guerre. L'Ukraine avait exploité des vulnérabilités pour porter le conflit directement sur le sol russe. Malgré la puissance de l'aviation et des missiles russes, la résistance acharnée de l'Ukraine, son renseignement efficace et les systèmes de défense occidentaux avancés ont réussi à tout contenir. Et, comme je l'ai dit, cette situation est exactement l'opposé de ce qui se passe en Iran. Comment Israël a-t-il réussi en quelques jours, alors que la Russie est restée bloquée après des années en Ukraine ? Certains pourraient croire qu'il ne s'agit que des avions F-35, mais c'est bien plus que cela. La différence réside dans une combinaison de capacités supérieures de renseignement occidental face à celles de l'Iran, de la Russie et de la Chine, de technologies occidentales avancées face à leurs rivaux, et enfin, dans l'intégration précise des forces et des décisions stratégiques plus intelligentes prises par chaque camp. Selon les experts, la domination rapide d'Israël dans le ciel iranien n'était pas seulement due à la supériorité numérique. L'armée de l'air israélienne est en réalité bien plus petite que celle de la Russie. Mais parce qu'Israël a brillamment exploité ses avantages grâce à une stratégie et une exécution supérieures, les premières frappes ont été menées par des chasseurs F-35 israéliens, sans doute les avions de combat les plus avancés au monde. Initialement acquis auprès des États-Unis, ces avions sont fortement personnalisés avec des systèmes électroniques israéliens avancés, les rendant pratiquement indétectables par les radars. Les radars russes de l'Iran avaient peu de chances de détecter ces avions. Au moment où les bombes sont tombées, les équipes iraniennes ont littéralement été prises en train de regarder du mauvais côté. L'attaque israélienne rappelait les premières heures de la guerre du Golfe de 1991. À l'époque, l'armée irakienne possédait des armes soviétiques de pointe, comme des chars T-72 des MiG-29 des Sukhoi, 25 des missiles Scud, et un système de défense aérienne robuste avec des lance-missiles Sol-Air 2 et Sol-Air 6. Sur le papier, cela semblait redoutable. Pourtant, lorsque les avions furtifs américains, en particulier les bombardiers furtifs F-117 Nighthawk, ont lancé leur première vague de frappes, les stations radars et les unités de défense aérienne irakiennes ne savaient même pas qu'une attaque avait commencé. Leur système radar de fabrication soviétique était tout simplement incapable de détecter les avions furtifs. Quand les opérateurs irakiens ont réalisé le problème, les défenses aériennes cruciales étaient déjà détruites, laissant le ciel irakien vulnérable aux avions de la coalition. La guerre du Golfe a montré la supériorité de la technologie militaire occidentale, en particulier américaine, une réalité toujours d'actualité. Même les commandants soviétiques ont reconnu plus tard que leurs meilleurs systèmes étaient complètement dépassés. Dans la guerre de chars, les Abrams Iron américains et les Challenger britanniques dominent les T-72 irakiens à longue distance grâce à des viseurs thermiques et des systèmes de contrôle de tir avancés.
Lors d'une grande bataille, les brigades blindées américaines ont écrasé les T-72 de la garde républicaine irakienne. Les chars Abrams, tirant en mouvement à plus de 3 km, détruisaient aisément les chars ennemis. Les T-72 étaient incapables de repérer ou toucher les Abrams avant d'être eux-mêmes touchés. À la fin de la guerre, la coalition avait détruit ou capturé environ 4000 chars irakiens, et presque tous étaient de fabrication soviétique, tout en ne perdant qu'une poignée des leurs. Ce ratio de destruction a démontré la supériorité de l'équipement occidental, de la formation des équipages et des tactiques d'armes combinées. Dans les airs, la force aérienne irakienne, équipée de chasseurs soviétiques avancés comme les MiG-29, MiG-25 et MiG-23, a été rapidement submergée par la puissance aérienne de la coalition. Les F-15 Eagle F-16 Fighting Falcon et F-14 Tomcat de la marine américaine ont permis aux chasseurs de la coalition de dominer rapidement le ciel. Dès les premières heures de combat, les pilotes irakiens ont compris qu'ils n'avaient aucune chance, alors ils ont choisi de fuir vers l'Iran plutôt que de faire face à une mort certaine. En effet, chaque fois qu'un pilote irakien réussissait à décoller, il était abattu par les forces dirigées par les Américains, sans aucune perte d'appareil pour la coalition lors des combats aériens. Les différences de doctrine et de planification des batailles ont empiré la situation pour l'Irak, au-delà des problèmes de matériel. Les forces irakiennes s'appuyaient sur des tactiques de style soviétique, comme des défenses fixes et en couche, et des unités blindées stationnaires retranchées, que les commandants américains contournaient grâce à une manœuvre supérieure et à des frappes aériennes précises. Même aujourd'hui, l'Ukraine exploite avec succès ces mêmes faiblesses, en utilisant des centaines de drones pour cibler les troupes russes retranchées dans des positions fixes. Encore plus choquant, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait fourni à l'Irak environ 26 milliards de dollars d'équipements militaires avancés dans les années 1980, pour finalement les voir échouer spectaculairement lors de véritables combats. Corrigé de l'inflation, cela représente environ 86 milliards de dollars actuels, un investissement énorme qui s'est révélé presque inutile face aux forces occidentales modernes. Les armes russes peinent non seulement face à une technologie occidentale supérieure, mais échouent aussi dans des conflits de moindre envergure. Prenez la guerre civile syrienne et la Libye comme exemple. Le système de défense aérienne russe, Pantsir S-1, conçu pour contrer les missiles de croisière et les drones, a échoué à maintes reprises. La Syrie et des contractuels russes ont déployé des Pantsir pour protéger des sites importants, mais Israël et la Turquie les ont systématiquement détruits lors de frappes aériennes. De même, au début de l'année 2020, lors des affrontements à Idlib, les forces turques équipées de drones Bayraktar TB2 ont détruit plusieurs systèmes Pantsir syriens. En Libye, les drones turcs et les munitions intelligentes ont détruit au moins 9 unités Pantsir en quelques jours, lorsque la Turquie est intervenue pour le gouvernement de Tripoli, contre les forces soutenues par la Russie et dirigées par le chef de guerre Haftar. Les performances médiocres du Pantsir sont devenues si flagrantes que même les responsables russes ont dû admettre qu'il y avait des problèmes. Bien que les médias russes aient tenté de diffuser des histoires de propagande sur des succès contre les drones, les preuves vidéo de systèmes Pantsir calcinés racontaient une histoire bien différente et embarrassante. Encore plus récemment, au-delà de l'Ukraine, la mini-guerre de 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a révélé à quel point les armes russes sont inefficaces. L'armée arménienne était équipée presque entièrement d'armes d'origine russe ou soviétique, comme les chars T-72, les véhicules d'infanterie BMP, les systèmes de défense aérienne S-300 et OS-ATOR, ainsi que des avions de chasse de génération plus ancienne, etc. L'Azerbaïdjan, en revanche, a équipé ses forces terrestres avec des technologies turques et israéliennes avancées, comme une flotte de drones Bayraktar TB2, des munitions rôdeuses israéliennes comme Erop, ainsi que des systèmes de renseignement et de surveillance supérieurs. Finalement, les drones et systèmes d'armes guidés azerbaïdjanais ont systématiquement démantelé les défenses arméniennes. Les chars, l'artillerie et les unités avancées de défense aérienne russes, piliers de la puissance militaire arménienne, ont été aisément détruits depuis les airs. L'Azerbaïdjan a publié de nombreuses vidéos de drones montrant des blindés et de l'artillerie arménien détruits. Il est choquant que les drones aient également détruit au moins un système de défense anti-aérienne arménien C-300. L'équipement censé neutraliser les menaces aériennes n'a même pas pu détecter les petits drones qui les attaquaient, encore moins les abattre. Cette guerre était complètement différente de tout ce que la doctrine soviétique de l'époque avait prévu. Finalement, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, la réalité des armes russes est devenue encore plus douloureusement manifeste.
La Russie s'est humiliée presque chaque jour au cours des 3 dernières années. Presque tous les types de systèmes d'armes russes ont montré des faiblesses critiques, les rendant souvent inefficaces, voire dangereux pour leurs propres troupes. Les unités blindées russes, dont leurs derniers chars T-72, B-3, T-80 et T-90 ont subi des pertes désastreuses sur les champs de bataille ukrainiens. Les systèmes anti-chars occidentaux avancés, comme le Javelin américain et les missiles Zinlo britannico-suédois, ont démontré une efficacité redoutable contre les blindés russes. Un facteur clé est l'attaque par le haut du Javelin, frappant les chars là où le blindage est le plus faible. Cette tactique exploite une faille de conception majeure et ancienne des chars russes. Les munitions sont stockées sous la tourelle, dans un carrousel de chargement automatique. Lorsqu'elles sont touchées, ces munitions s'enflamment instantanément, provoquant d'énormes explosions internes qui arrachent souvent complètement la tourelle, un événement que les forces ukrainiennes appellent ironiquement une boîte à surprise. Les chars occidentaux ont une conception plus sûre, améliorant significativement la survie de l'équipage. Pour aggraver ces défauts de conception, la corruption généralisée au sein de la chaîne d'approvisionnement militaire russe dégrade encore davantage la qualité de l'équipement. Le blindage réactif explosif est une brique de protection placée sur l'extérieur d'un char pour le protéger des projectiles entrants. Il s'avère que la plupart d'entre eux sont défectueux, mal installés ou même complètement vides. Des normes de fabrication médiocres et une corruption systémique font que les équipages de chars russes combattent souvent sans le savoir dans des véhicules dangereusement vulnérables. En revanche, les chars occidentaux livrés à l'Ukraine, tels que les Léopard 2 Challenger 2 et Abrams américains, ont montré des performances nettement supérieures. Ils protègent efficacement leurs équipages, subissent moins de pertes et reviennent souvent sains et saufs de leur mission malgré des combats acharnés. Pourtant, malgré tous ces échecs, la Russie reste mondialement reconnue pour ses missiles et sa technologie de défense aérienne, une réputation qui semble de plus en plus déconnectée des performances réelles. Examinons cela de plus près et prouvons à quel point cette perception est erronée. Commençons par le très médiatisé système de défense aérienne S-400 Triumph de la Russie, une source de fierté nationale, présenté comme équivalent, voire supérieur au système Patriot américain. La Russie l'a fièrement vendu à la Chine, à la Turquie et à l'Inde comme le meilleur système de défense aérienne à longue portée au monde. Cependant, l'Ukraine a souligné à maintes reprises des failles critiques, réussissant à contrer et même à détruire plusieurs unités S-400. Rien qu'en 2023, les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles balistiques ATACMS fournis par les États-Unis et probablement des drones ou des missiles Neptune pour détruire au moins 2 batteries S-400 stationnées en Crimée. Les services de renseignement britanniques et les sources militaires ukrainiennes ont confirmé ces pertes, un exploit remarquable vu l'invincibilité présumée du S-400 revendiquée par la Russie. Même lorsque les S-400 ne sont pas complètement détruits, ces systèmes ont constamment échoué à protéger les infrastructures russes critiques. Par exemple, les missiles de croisière Storm Shadow franco-britanniques fournis à l'Ukraine ont à plusieurs reprises contourné les défenses des S-400, frappant avec succès des bases et des centres logistiques russes. Ces missiles sont exactement ce que les S-400 devaient entrecontrer, mais il est évident qu'ils en sont incapables. Fin 2023, des experts occidentaux ont noté que les missiles ukrainiens traversaient les défenses aériennes russes à un rythme représentant de réelles menaces pour les civils russes. En réalité, la Russie a subi des pertes considérables de systèmes de défense aérienne. Les listes de confirmation visuelles seules indiquent que depuis 2022, la Russie a vu au moins 335 unités de défense aérienne détruites ou capturées, dont 18 lanceurs S-400, 30 unités Panzir S-1 et 60 systèmes TOR de défense aérienne à courte portée, entre autres. Ce sont des pertes catastrophiques pour des équipements qui sont à la fois coûteux et supposément d'élite. Même de simples drones ukrainiens peu coûteux, certains, ne coûtant que quelques centaines de dollars, ont régulièrement traversé les défenses, frappant des bases aériennes russes et des dépôts de carburant loin derrière les lignes, causant des pertes valant des dizaines ou des centaines de millions. Pendant ce temps, les systèmes de défense anti-aérienne occidentaux, fournis à l'Ukraine, ont largement dépassé les attentes. Les batteries Patriot Advanced Capability, 3 fabriquées aux États-Unis, déployées en 2023, ont intercepté certains des missiles russes les plus menaçants, comme les légendaires missiles hypersoniques Kinjal, ce que la Russie affirmait auparavant être impossible. On affirmait qu'il était impossible de l'intercepter parce qu'il voyage à des vitesses supérieures à Mach 5 et qu'il avait aussi la capacité d'échapper à toute défense.
Pourtant, selon la force aérienne ukrainienne et confirmé par des responsables américains, chaque missile Kinzhal tiré sur Kiev depuis mai 2023, soit plus de 20 au total, a été intercepté avec succès par les défenses patriotes. Cela seul devrait suffire à montrer l'écart réel entre les affirmations russes et la performance sur le champ de bataille. Un missile russe, soi-disant inarrêtable, neutralisé par une technologie occidentale conçue à l'origine dans les années 80. Les systèmes occidentaux comme Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System et Infrared Imaging System, Tail, Thrust, Vector, Controlled ont intercepté constamment les missiles et drones russes, avec des taux d'interception souvent supérieurs à ceux de la défense aérienne russe. En bref, les résultats concrets sont plus éloquents que les paroles. Ces capacités ukrainiennes s'étendent également aux avions de combat russes, qui sont introuvables en grande partie à cause de leur crainte des défenses aériennes ukrainiennes. Ironiquement, de nombreux systèmes surface-air missiles ukrainiens sont d'anciens modèles soviétiques, comme le S-305 et le Buk, mais leur efficacité a été grandement améliorée grâce à l'intégration du renseignement occidental, du soutien radar et d'une coordination tactique moderne. La Russie pourrait facilement surmonter tous ces problèmes si elle travaillait correctement sur une chose, la coordination entre ses propres forces. Si l'armée de l'air russe, la marine et les troupes terrestres avaient encore coopéré dès le début, l'Ukraine serait peut-être tombée en quelques semaines, comme Poutine l'avait prédit initialement. Les branches de l'armée russe ont agi de manière indépendante, avec une coordination et une communication minimale. L'armée de l'air a fréquemment opéré sans ordre quotidien précis ni stratégie à long terme. Cette confusion et ces retards ont permis aux équipes de sabotage et aux missions d'infiltration ukrainiennes de réussir à maintes reprises. Au moment où les ordres des commandants russes arrivaient enfin, les situations sur le champ de bataille avaient déjà changé, laissant les forces russes coincées dans un cycle constant de réaction. Grâce aux renseignements précis et rapides fournis par les nations occidentales, l'Ukraine a pu déplacer et dissimuler rapidement ses actifs essentiels, même avant l'attaque initiale de la Russie. En déplaçant les défenses aériennes dans des endroits stratégiques, et en se préparant à l'avance, l'Ukraine a pris une longueur d'avance majeure qui a considérablement amélioré ses chances. Depuis lors, l'Ukraine a tiré avantage de renseignements supérieurs, de décisions rapides sur le terrain et d'un soutien logistique solide, lui permettant de garder une longueur d'avance sur la Russie. La combinaison puissante de renseignements et de systèmes avancés explique pourquoi les meilleurs chasseurs russes, comme le Su-34 et le Su-35, sont restés loin des lignes de front. Alors que les avions occidentaux, comme les F-35 utilisés par les États-Unis et Israël, ont pénétré dans des zones fortement défendues, en Syrie et en Iran, menant des missions complexes, sans perte, offrant un avantage décisif capable de changer le cours d'une guerre, comme récemment démontré en Iran. La Russie n'a pas le même niveau de capacités opérationnelles. Son chasseur furtif Sukhoi, 57 pourtant très médiatisé, n'existe qu'en très petit nombre et n'a même jamais été réellement testé au combat. Même les anciens chasseurs occidentaux comme les F-16 restent très efficaces grâce à des mises à niveau continues en avionique, radar et systèmes d'armes. En comparaison, les chasseurs soi-disant modernes russes comme le Sukhoi 30 SM et le Sukhoi 35 dépendent souvent de radars et missiles plus anciens et moins sophistiqués, les laissant en retard par rapport aux standards occidentaux. Enfin, et peut-être plus embarrassant encore pour la Russie, il y a les performances de sa marine. Il est important de souligner que l'Ukraine n'a pratiquement pas de marine du tout. Pendant ce temps, la Russie est entrée dans le conflit avec la redoutable flotte de la mer Noire, forte de 74 navires avant la guerre, dont des frégates, corvettes, navires de débarquement, un croiseur lance-missiles et 6 sous-marins. Malgré son aspect intimidant sur le papier, après 3 ans de conflit, la flotte était réduite à environ 45 navires, principalement déplacés et cachés dans le port de Novorossiysk. La plus grande humiliation a été le naufrage du croiseur amiral russe Moskva. Ce seul navire a coûté à la Russie environ 750 millions de dollars. Et l'Ukraine a réussi à le couler en utilisant seulement 2 missiles Neptune R-360 fabriqués localement, qui coûtent ensemble environ 1 à 2 millions de dollars. C'est un retour sur investissement incroyable. Warren Buffett serait impressionné. Au moment de l'attaque, le Moskva naviguait à environ 100 km au large d'Odessa, se croyant invulnérable derrière ses systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles avancés. Les services de renseignement ukrainiens, aidés discrètement par les satellites de l'OTAN et les moyens de surveillance aéroportés, ont suivi les déplacements du croiseur.
2 missiles Neptune, lancés depuis des camions basés près d'Odessa, ont volé à très basse altitude, rasant pratiquement les vagues et restant invisibles aux radars russes jusqu'aux derniers instants. Quand les radars obsolètes du Moskva ont finalement détecté les menaces, il était trop tard. Ils n'ont pas activé leur défense à temps. Les 2 missiles ont percuté le navire, faisant exploser les réserves de munitions et de carburant. D'énormes explosions ont ravagé le Moskva. Et en moins de 24 heures, le navire amiral de la Russie, leur fierté, a sombré sous les vagues. Comparons avec un scénario similaire impliquant la marine américaine. En 2016, l'United States Ship Mason, un destroyer américain au large du Yémen, a été attaqué par des missiles antinavires C-8-102 iraniens, tirés par les rebelles Houthis. Ces missiles, tout comme les Neptunes ukrainiens, sont conçus pour couler ou gravement endommager de grands navires de guerre. Mais contrairement au Moskva russe, l'United States Ship Mason était préparé, vigilant et équipé de systèmes de défense ultramodernes. Quelques secondes après avoir détecté les missiles entrants, l'équipage du Mason a activé ses intercepteurs SM, 2 guidés par radar avancé, détruisant rapidement les menaces en plein vol. Simultanément, l'équipement de guerre électronique du Mason a brouillé le radar de ciblage des missiles restants, les rendant inopérants et les faisant s'écraser dans la mer. Fastoche, cela démontre clairement comment un équipage hautement entraîné et vigilant, équipé de systèmes avancés, peut neutraliser sans effort même des missiles anti-navires sophistiqués, une leçon douloureuse que la Russie a apprise trop tard avec la perte du Moskva. Sans parler du fait qu'au cours des derniers mois et années, l'Ukraine a également détruit des dizaines de corvettes russes, de patrouilleurs, de navires de débarquement et de drones navals, des pertes s'élevant à des centaines de millions de plus, ce qui porte facilement les pertes navales de la Russie à plus de 2 milliards de dollars. Même en temps de paix, reconstruire et rétablir cette flotte à son niveau d'avant-guerre prendrait probablement à la Russie entre 3 et 5 ans, voire plus. Pour empirer la situation russe, la Convention de Montreux de 1936 régule le passage naval par les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. Selon ce traité, durant une guerre, si la Turquie reste neutre, les navires de guerre des nations en conflit ne peuvent traverser les détroits pour entrer en mer Noire, sauf pour regagner leur port d'attache. Les responsables ont reconnu le conflit entre la Russie et l'Ukraine comme une guerre fin février 2022 et ont immédiatement invoqué l'article 19 de la Convention. Cette décision a effectivement empêché les navires de guerre russes, situés en dehors de la mer Noire, de venir renforcer leur flotte affaiblie. Les 40 navires russes restants en mer Noire sont donc coincés, forcés d'adopter des positions défensives, incapables de se renforcer ou de se réapprovisionner, se cachant dans les ports, la queue entre les jambes. Mais pourquoi les armes russes échouent-elles aussi lamentablement ? Pour être juste, toutes les armes russes ne sont pas mauvaises. Certaines surpassent même leurs homologues occidentales. Mais de manière générale, ces échecs répétés se résument à 3 problèmes majeurs. Corruption sévère, pratiques de fabrication désuètes et doctrine militaire inadéquate. Depuis plus d'un demi-siècle, l'industrie russe de la défense est connue pour sa corruption et son népotisme généralisé, causant d'importants problèmes de contrôle qualité. Les fonds destinés à la recherche et au développement, aux matériaux de haute qualité et aux tests rigoureux disparaissent souvent dans des comptes offshore ou sont gaspillés dans des projets tape à l'œil, conçus uniquement pour impressionner Poutine. Par exemple, le très médiatisé missile hypersonique Kinzhal paraît extrêmement impressionnant, du moins sur le papier. Il est censé être inarrêtable, spécialement conçu pour échapper à tous les systèmes de défense aérienne connus, mais en combat réel, il a été intercepté sans effort par les défenses occidentales. Cela a grandement gêné Poutine, surtout après s'être vanté publiquement de ses capacités. En décembre 2021, 2 mois avant d'envahir l'Ukraine, Poutine a déclaré avec confiance que la Russie était en tête du monde en matière de technologie de missiles hypersoniques et qu'elle resterait largement en avance, suggérant même qu'elle pourrait facilement contrer les futures menaces hypersoniques des autres nations. Visiblement, la réalité était autre. Et il est probable qu'un des généraux de Poutine lui ait menti sur les vraies capacités du missile. Si c'est vrai, vu l'intolérance notoire de Poutine envers l'échec, il est peu probable que ce général soit encore vivant aujourd'hui. La corruption fait que la plupart des armes russes ne correspondent pas à leurs spécifications de conception. Comme je l'ai dit plus tôt, on a souvent découvert que les blocs de blindage réactifs explosifs sur les chars étaient vides ou remplis de matériaux inutiles. Dans certains cas, les troupes ont reçu de l'équipement défectueux, des bottes qui se déchirent et des radios non cryptées.
Des rapports indiquent que des pneus chinois bon marché montés sur des camions militaires se sont désintégrés lors de l'avancée sur Kiev, bloquant ou immobilisant des véhicules en chemin. Un système corrompu signifie aussi que l'entretien est négligé, que les pièces de rechange sont volées ou ne sont même pas achetées. Les soldats russes en Ukraine ont tristement dû utiliser des rations périmées, vieilles de plusieurs décennies, et étaient souvent déployées avec seulement quelques jours de provisions. Malgré leurs défauts, les armées occidentales bénéficient souvent d'une logistique et d'un équipement supérieur grâce à des systèmes d'approvisionnement plus transparents et responsables. Suite à de nombreuses défaites militaires et une colère publique grandissante, la Russie a récemment lancé une campagne très médiatisée contre la corruption dans son armée. Le vice-ministre de la Défense, Timour Ivanov, a été arrêté pour avoir accepté d'importants pots de vin et détourné des milliards de roubles destinés aux troupes de première ligne. Il risque désormais jusqu'à 14 ans et demi de prison. Le général-major Ivan Popov, un ancien commandant de terrain respecté, a été condamné à 5 ans de prison pour fraude présumée, mais beaucoup pensent que sa vraie erreur était de critiquer ouvertement les hauts responsables. Des dizaines d'autres généraux, officiers et responsables des achats ont été arrêtés ou inculpés pour fraude, vol et mauvaise gestion. Bon nombre d'entre eux menaient une vie de luxe financée par des fonds destinés à équiper et soutenir les troupes, contribuant directement aux défaites russes au combat. Cependant, les critiques affirment que cette répression pourrait être en partie un geste politique visant à éliminer les rivaux et à renforcer le contrôle du Kremlin, plutôt qu'une réforme sincère. Néanmoins, le mal est fait, et la confiance entre le commandement militaire russe et les soldats reste brisée. Les choses étaient improbablement meilleures à l'époque soviétique, dont lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée, la situation s'est rapidement détériorée. L'une des principales conséquences a été une grave fuite des cerveaux, avec des ingénieurs et des chercheurs qualifiés quittant la Russie, provoquant la stagnation dans de larges pans de son secteur de la défense. Si la Russie avait réussi à garder plus de talent, ses capacités militaires, industrielles et technologiques seraient différentes aujourd'hui, et elle aurait peut-être même résolu ses pénuries critiques de semi-conducteurs. Aujourd'hui, la Russie doit soit importer des composants avancés, soit lutter pour les produire localement. Les sanctions occidentales et le faible investissement dans la recherche ont sérieusement nui à la capacité de la Russie à rester à l'avant-garde technologique. Ainsi, une grande partie de l'équipement russe actuel utilise encore des technologies dépassées du XXe siècle. Par exemple, de nombreux missiles russes utilisent encore des radars semi-actifs basiques ou un guidage inertiel, tandis que leurs homologues occidentaux sont équipés de chercheurs multimodes sophistiqués avec des capacités de ciblage améliorées par l'intelligence artificielle. De même, la majorité des chars russes ne sont pas équipés de dispositifs de vision thermique modernes, les désavantageant considérablement sur le champ de bataille. Même les pratiques de fabrication russes ont généralement des normes de contrôle qualité moins strictes. Cela mène souvent à moins de fiabilité, de précision et à des défaillances sur le champ de bataille, comme observé à maintes reprises en Ukraine. D'un autre côté, les nations occidentales investissent continuellement dans des technologies de pointe, comme les radars antennas à balayage électronique actif pour les avions de chasse, et les obus d'artillerie guidés par Global Positioning System. Même les anciennes plateformes occidentales reçoivent régulièrement des mises à niveau majeures pour rester compétitives. Les nouveaux systèmes de la Russie, tels que le chasseur furtif Sukhoi 57 ou le char Armata, sont produits uniquement en très petite quantité, et même ces plateformes de pointe contiennent souvent des sous-systèmes qui ne sont pas vraiment à la pointe de la technologie en raison de limitations technologiques et de fabrication. Ces vulnérabilités sont des cibles évidentes pour les ennemis qui les exploitent au combat. Finalement, la conception dépassée de l'armée et des armes russes est étroitement liée à la manière dont elle compte les utiliser, à sa doctrine. Historiquement, la Russie et l'Union soviétique avant elle ont construit leur doctrine autour de l'idée de submerger les ennemis avec des forces massives, une puissance de feu importante et des structures de commandement rigides et hiérarchiques. La plupart des armes russes sont conçues pour être efficaces en grand nombre plutôt que d'être les meilleures individuellement. Mais cette approche échoue souvent face aux doctrines militaires occidentales plus flexibles et en réseau. Les systèmes de défense aérienne russes dépendent principalement de structures de commandement centralisées. Si les réseaux de commandement et de contrôle sont perturbés, le système perd beaucoup en efficacité. Les défenses aériennes russes, quant à elles, possèdent des radars décentralisés et autonomes, reliés en réseaux stratifiés avec une redondance intégrée. Ainsi, perdre un centre de commandement ne signifie pas perdre toute la capacité. Les tactiques blindées russes étaient censées mener une bataille ouverte conventionnelle en Europe. Mais en Ukraine, ils ont rencontré des équipes décentralisées,
équipés d'armes de précision, ce à quoi ils ne s'attendaient pas et ne se sont jamais adaptés efficacement. De plus, les normes de formation militaire russes pour les opérateurs et les équipes de maintenance sont nettement inférieures à celles de l'Occident. À cause de la corruption systémique et du manque de préparation, les rapports sont fréquemment falsifiés. Les pilotes et équipages de chars russes semblent bien entraînés et compétents en théorie. Mais en réalité, beaucoup manquent d'expérience pratique significative. Les forces occidentales privilégièrent de l'entraînement réaliste, tels que les exercices Red Flag de l'États-Unis Air Force ou les manœuvres multinationales de chars de l'OTAN, qui s'avèrent efficaces au combat. En Ukraine, nous avons vu des unités russes commettre à plusieurs reprises des erreurs tactiques de base, comme des convois se déplaçant sur les routes, sans soutien aérien, des véhicules trop rapprochés les uns des autres, les rendant faciles de cibler lors d'embuscades, et des unités d'artillerie restant aux mêmes positions entre les attaques, les exposant ainsi aux tirs de riposte. Il ne s'agit pas seulement de défaillances matérielles, mais cela mène à des pertes d'équipement, et reflète une faiblesse doctrinale. Le véritable problème réside dans la culture militaire russe elle-même, et non dans les soldats ou les conscrits directement. Elle décourage l'initiative des grades inférieurs, un héritage de l'ère soviétique. Les ordres viennent d'en haut, et la créativité n'est pas récompensée. Ainsi, lorsque les choses tournent mal, les troupes en première ligne peinent à s'adapter et se retrouvent souvent piégées ou tuées avant l'arrivée de nouveaux ordres. Lorsque le plan pour capturer Kiev en 3 jours a échoué, les unités russes se sont retrouvées bloquées pendant des semaines, subissant de lourdes pertes en attendant de nouvelles instructions, car les officiers subalternes n'étaient pas autorisés à s'adapter de manière indépendante. Alors que la doctrine occidentale, en particulier celle de l'OTAN, encourage le concept de commandement par mission, ce qui signifie que les chefs subalternes reçoivent des objectifs clairs, mais disposent également de la flexibilité et de l'autorité nécessaire pour les atteindre comme ils l'entendent. Lors de la guerre du Golfe, cette différence doctrinale était claire. Les forces de la coalition s'adaptèrent rapidement, alors que les troupes irakiennes attendirent des ordres qui n'arrivaient pas, les communications étant rompues. Aujourd'hui, en Ukraine, de petites unités ukrainiennes indépendantes emploient des tactiques occidentales pour exploiter rapidement les failles, perturbant avec une redoutable efficacité les lignes d'approvisionnement et la logistique russe. Pourtant, malgré tous ces échecs, la triste réalité est que la Russie est restée pendant de nombreuses années le 2e exportateur d'armes au monde après les États-Unis, même si elle est désormais tombée à la 3e place. Les acheteurs ne remarquent souvent les défauts de l'équipement qu'après l'avoir payé. Mais après avoir vu la performance désastreuse de la Russie en Ukraine, et plus récemment les échecs humiliants de la défense aérienne russe en Iran, les ventes d'armes futures en souffriront sans aucun doute. Les pays observent maintenant attentivement les expériences des autres, et en tirent des conclusions nettes. La réputation militaire de la Russie est déjà endommagée. Des contrats importants, comme la vente prévue de chasseurs Sukhoi 35 à l'Égypte, auraient été annulés ou reconsidérés, principalement parce que les acheteurs réalisent maintenant que les systèmes de l'avion sont largement dépassés par rapport aux alternatives occidentales et même chinoises plus récentes. L'Ukraine est devenue une démonstration réelle et un avertissement de ce qu'il ne faut pas acheter. Les équipements militaires russes, autrefois présentés comme à la pointe de la technologie, sont systématiquement détruits ou neutralisés sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé.